Bonjour à tous, donc, je vous propose une nouvelle petite vidéo autour du time out. J'ai reçu ce matin un article qui vient tout juste de sortir qui aborde la procédure de mise en retrait, donc time out sous un angle scientifique. Donc j'étais très contente de voir ça et j'en ai profité pour constituer un petit PowerPoint très rapide et je vais essayer de vous parler du time out en 7 minutes. Alors, j'aime beaucoup revenir sur l'histoire des programmes, l'histoire des procédures, c'est mon côté un petit peu Stéphane Bern. Donc j'aimerais remettre un petit peu cette procédure de mise en retrait dans son histoire en fait. Donc les premières études sur le time-out, elles portent sur des enfants autour des années 60-70, des enfants avec des gros troubles, des troubles cognitifs, des troubles mentaux. Donc on est en institution, bien évidemment. Et puis progressivement, notamment avec l'équipe de Gerald Patterson de l'Oregon, et tous les spécialistes de l'apprentissage social qu'on retrouve fréquemment dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, c'est une composante qui va être intégrée à l'éducation des enfants. Et vers la fin des années 60, eh bien, elle se retrouve dans nombreux programmes d'entraînement aux habilités parentales, les fameux PEHP, qui depuis lors, comme vous le savez, ont largement été validés scientifiquement. On y retrouve notamment le programme Barclay, le PCIT, voilà, tous ces programmes dont on parle fréquemment. Alors, il faut remettre aussi dans le contexte des États-Unis à cette époque-là et de la parentalité. Dans les années 70, on a l'interdiction du châtiment corporel dans le cadre scolaire qui intervient enfin, et du coup le time-out est intégré à l'école. Et il y a un changement qui s'opère aussi dans la mentalité des parents. Avant, on avait une place de la religion qui était très présente et qui aussi venait dicter un petit peu l'éducation. Et ben, dans cette période, on a des changements qui sont vraiment très importants. On a une discipline qui est moins stricte, des punitions moins sévères et des parents qui vont se tourner vers des professionnels et non vers la religion pour avoir des conseils sur la façon d'éduquer leur enfant. Et durant plusieurs décennies, en fait, on voit qu'il y a une diminution significative de l'utilisation de la fessée, du châtiment corporel, et ça va se faire du coup au profit de la procédure de time-out qui va augmenter de façon significative. Alors, le time-out, c'est l'abréviation de Time Out from Positive Reinforcement. Donc, c'est mise en retrait de tout renforcement positif. Dans l'étude de Dads and Sully de 2019, on a une définition qui est tout à fait appropriée, où on décrit une stratégie parentale dans laquelle l'accès d'un enfant aux récompenses, qui est généralement l'attention des parents, même si c'est dans une situation de conflit, l'attention du parent reste une récompense et reste un renforçateur très puissant. Donc cet accès est temporairement supprimé en raison d'un comportement problématique. Et l'attention du parent va être bien évidemment rétablie après une période déterminée sans comportement problématique. Le time-out, il répond à une seule règle, c'est supprimer les renforcements, supprimer l'attention qui va avoir un effet de renforçateur des comportements problématiques. C'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence d'apparition de ces comportements. Souvent, ça se fait vraiment à l'insu des parents qui n'ont pas conscience de ces mécanismes. Alors, le time-out ne s'utilise pas comme une stratégie isolée, toute seule, comme ça. C'est très important aussi de le comprendre. C'est pas une procédure miracle qu'on va sortir tous les jours parce qu'on sait pas comment faire. C'est vraiment quelque chose qui va s'intégrer normalement dans des programmes et avec d'autres stratégies éducatives, souvent qui sont enseignées bien avant aux parents, qui vont être une question de formulation de consignes pour améliorer la compliance de l'enfant, féliciter, renforcer. On va vraiment enseigner plutôt des choses avec une valence positive, si on peut parler de positif et de négatif. Le time-out va survenir beaucoup plus tardivement et parfois il n'est même pas enseigné aux parents, il n'est même pas utilisé. Donc ça ne doit jamais être considéré comme une intervention unique, mais comme une partie intégrante d'un ensemble de procédures qui sont interdépendantes. Et on a quand même un certain nombre d'éléments clés qui sont identifiés pour une mise en place efficace et acceptable. C'est très important aussi, il y a des paramètres et c'est pas juste va dans un coin ou va dans ta chambre, il y a quand même des choses importantes qui vont avec ce principe de renforcement et qui vont permettre en fait d'avoir un vrai effet de cette procédure. En premier lieu, c'est le cas de le dire, il y a le lieu. Donc, quel est l'endroit approprié ? Alors,
L'endroit va être aussi lié à la configuration du domicile, au nombre de personnes. Il y a une vraie réalité pratique pour les parents. Mais d'une façon générale, on recommande un endroit isolé, calme et ennuyeux, loin des stimuli gratifiants. Logique, puisque il ne faut pas avoir d'accès à des récompenses ou à quelque chose d'agréable. Donc, vous entendez bien que la chambre, l'accès aux livres, l'accès aux jouets, ça peut être effectivement en fait un lieu qui n'est pas du tout adapté. Donc c'est vrai que dans les programmes, on retrouve souvent cette notion de chaise ou d'une marche d'escalier où le parent peut garder quand même un œil sur l'enfant et où l'enfant va s'ennuyer, il n'a accès à rien. La question de la durée aussi, qui va être à nouveau liée à l'enfant, bien évidemment, ses capacités d'autorégulation, mais d'une façon générale, on estime que pas plus de 5 minutes pour une vraie efficacité. On a des études qui mettent en évidence que la procédure est efficace entre 1 à 4 minutes, au-delà, ça ne sert plus à rien. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Alan Kasdin qui dit que le temps supplémentaire va satisfaire en fait le sens de justice du parent, mais ne changera absolument rien au comportement de l'enfant. Je trouve que c'est tout à fait juste. Le time-out, il s'accompagne toujours d'une explication simple et précise. On explique toujours avant, dans un moment calme, à l'enfant que pour tel ou tel comportement, il ira sur la chaise, il ira en time-out. On évite de rentrer dans des grandes explications, dans une grande argumentation qui, avec certains profils d'enfants, peut être un déclencheur à une situation d'escalade et de conflit. Il y a toujours un warning, donc un avertissement. Quand l'enfant se comporte mal, on prévient toujours une fois, attention, si tu continues à te comporter de cette façon, tu vas aller en time-out. On évite à nouveau de rentrer dans des répétitions, ça fait partie vraiment des bases aussi de l'accompagnement de type PEHP où on explique aux parents arrêtez de répéter plusieurs fois puisque c'est souvent un élément du mécanisme d'escalade d'hostilité. Enfin, l'âge des enfants. Alors, bien évidemment, on évite de faire ça quand les enfants sont trop petits. En règle générale, ils arrivent très très bien à faire les choses si on les renforce, si on les félicite. S'ils n'y arrivent pas quand ils sont petits, il faut se poser des questions sur leur capacité de compréhension, leur capacité de motricité ou d'autres éléments qui pourraient entraver la réalisation des actions et des comportements et pas juste en fait que ce soit de la mauvaise volonté de leur part. Voilà, mais dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales, on retrouve une procédure qui s'adapte entre 3 et 8 ans. On évite de faire ça sur des enfants également adolescents. Alors, très important également, les comportements qu'on cible. À nouveau, je vous cite une phrase de Dads&Tully qui dit que le time-out ne doit être utilisé que pour des comportements inappropriés de l'enfant qui ont une composante délibérée. Les comportements qui vont être liés à l'immaturité de l'enfant, à son développement en fait et son jeune âge, n'ont pas à être entre guillemets liés au time-out ou sanctionnés par un time-out. C'est pour ça qu'on est sur une procédure qui est dans des programmes souvent d'accompagnement de parents dont les enfants ont des troubles du comportement de type opposant, défiant, comme dans le trouble oppositionnel avec provocation ou dans le trouble des conduites. Ça ne doit pas également être utilisé pour un comportement qui représente une incapacité à effectuer une action, un manque de compréhension, des erreurs, la peur ou d'autres émotions accablantes. Alors c'est pas toujours facile à distinguer pour les parents, j'entends bien, c'est pour ça qu'il faut être accompagné par des professionnels pour bien comprendre quelles sont les origines de ces comportements et qu'est-ce qui les déclenche. Donc en conclusion, notez bien que cette procédure du time-out qui a tant fait parler d'elle et qui continue de toute évidence est une procédure efficace, mais ça n'est qu'une brique dans un plan éducatif beaucoup plus global et qui est un plan éducatif orienté quand même de façon vers une parentalité bienveillante et une parentalité renforçante. J'insiste là-dessus, les parents qui pratiquent le time-out ne sont pas des bourreaux et les professionnels qui leur enseignent ne sont pas non plus des sadiques. Ça ne doit pas être envisagé et enseigné de façon isolée, c'est très importante parce que bien évidemment si on ne fait que mettre un enfant en time-out, à un moment donné il va y avoir des conséquences et ça n'aura plus aucun effet sur les comportements. Donc il faut toujours être dans des pratiques parentales plutôt positives qui sont toujours enseignées en premier aux parents, l'étayage, le développement des compétences émotionnelles, le développement aussi du langage autour des émotions, encourager, féliciter, ça c'est vraiment fondamental.
Il est également très important de former les professionnels pour transmettre de l'information, j'ai envie de dire, de qualité et des bases théoriques solides sur ces concepts pour éviter tout détournement de ces procédures et qu'on ait des pratiques qui, elles, deviennent déviantes. Donc on est toujours sur la même logique, hein. C'est important de bien informer les parents, de leur donner les bons outils avec des professionnels qui soient bien évidemment formés correctement. Eh bien, j'ai pas réussi à tenir mon engagement puisque ça fait 10 minutes que je parle. Voilà, eh bien ce sera le time out en 10 minutes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.